On entre bel et bien dans la phase finale de One Piece, une partie centrée sur le gouvernement mondial, de leur soif de pouvoir, et du contrôle de leur image et de leurs secrets. Les intrigues autour de Im, des révolutionnaires et de l'apparition récente de Jewelry Bonnie nous le confirment. Nous entrons finalement dans la conclusion d'un manga d'une vie. Encore une fois, c'est un chapitre qui apporte peu de réponses, mais qui continue de mettre en place les prochaines péripéties des Mugiwara en posant toujours plus de questions. La nouvelle alliée, si c'en est une, pourrait amener bien des réponses à Luffy et son équipage, et elle pourrait, pourquoi pas, faire le lien entre eux et les révolutionnaires dirigés par Dragon. Faisant face à un ennemi commun, ça pourrait être le début d'une alliance qu'on attend depuis très longtemps. Le rêve de Luffy se concrétise enfin et va prendre tout son sens une fois son premier objectif atteint. Cependant, le temps est désormais compté, et il est maintenant temps de se débarrasser du mal qui envahit le monde depuis bien trop longtemps. Encore une fois, c'est un chapitre que j'ai adoré et qui me hype beaucoup trop pour la suite. Et donc en attendant d'en savoir plus, je vous propose qu'on analyse ensemble le chapitre 1060 de One Piece. Le chapitre s'ouvre sur les Mugiwara, toujours sur le Sunny, qui naviguent vers leur prochaine destination. Mais en attendant de savoir où ils se rendent, ils continuent d'apprendre ce qu'ils ont manqué pendant leur séjour sur Wano. Cette fois-ci, nous avons leur réaction face aux accusations concernant Sabo et son potentiel assassinat du roi d'Alabasta, Cobra Nefertari. Comme on pouvait s'en douter, Luffy a totalement confiance en son frère et ne le croit bien sûr pas capable de tels actes. Robin, qui a passé 2 ans à leur côté pendant l'ellipse, affirme également que ce genre d'agissements n'ont rien à voir avec la cause que défend l'organisation de Dragon. Les révolutionnaires se battent contre le gouvernement mondial et les nobles mondiaux, et pas contre les rois, reines et royaumes du monde entier. Surtout que, comme je le disais dans mes précédentes reviews, bien qu'étant l'une des 20 familles fondatrices du gouvernement mondial, les Nefertari sont considérés comme des traîtres par les dragons célestes, puisqu'ils n'ont pas voulu rejoindre les Terres Saintes il y a 800 ans à la sortie du siècle oublié. Assassiner la famille de Vivi n'est donc pas le choix le plus judicieux pour déclarer la guerre au gouvernement mondial, et c'est pour cette raison que j'ai accusé Im et les 5 doyens d'avoir commis ce crime pour protéger leurs secrets. En effet, on y reviendra plus tard dans le chapitre, mais je pense que Im n'est pas connu du reste du gouvernement mondial et de la marine, ce qui facilite nettement ce genre d'opération. Et ce serait pour cette raison que des enquêtes auraient été ouvertes et que les accusations principales se dirigent vers Sabo qui était présent lors de tous ces événements. La nouvelle inquiète énormément les Mugiwara qui veulent à tout prix retrouver Vivi, mais comme à son habitude, Zoro reprend Luffy en lui disant que ce n'est pas en allant la chercher qu'ils vont l'aider. En effet, pour l'instant, ils n'ont aucune nouvelle d'elle ni aucun indice d'où elle pourrait se trouver. Parcourir le monde pour la retrouver serait donc inutile, d'autant plus que si eux ne savent pas où elle se trouve, l'ennemi non plus n'est pas censé le savoir. De plus, comme sur Alabasta à leur départ, la relier directement à des pirates pourrait la mettre encore plus en danger qu'elle ne l'est actuellement. Si à l'époque ils avaient dû partir silencieusement pour la protéger, ce n'est pas en faisant d'elle une ennemie de la marine et du gouvernement mondial qu'ils vont la protéger. Les conseils de Zoro sont donc d'attendre de savoir ce qu'il se passe, et comme pour Ace, tant qu'elle n'est pas réellement en danger, il faut la laisser tranquille et la laisser gérer sa situation seule. Après tout, c'est une Mugiwara, elle est intelligente et elle sait se défendre, alors tant que sa vie n'est pas directement menacée, ça ne sert à rien de se précipiter. Le journal semble aussi avoir des nouvelles en lien direct ou indirect avec Luffy comme nous le mentionne Robin, mais est-ce que ce sont des informations qu'on a déjà ou est-ce qu'on va continuer d'en apprendre plus? On ne le saura malheureusement que plus tard. En attendant, Luffy nous fait une révélation inattendue à propos d'un autre rêve qui nous est encore totalement inconnu. Un rêve qui semble être une suite directe à son objectif principal de devenir le prochain roi des pirates. On avait pu avoir la même chose au chapitre 585 quand Ace, Sabo et Luffy se partageaient leur but. Et celui de Luffy avait également été ellipsé comme aujourd'hui. À ce moment-là, le plus probable était sûrement de penser qu'il disait qu'il voulait devenir le roi des pirates. Mais on nous confirme aujourd'hui que c'est tout autre chose qui ne pourra se réaliser qu'une fois ce premier objectif atteint. Je n'ai pas vraiment d'idée concernant ce rêve dont il est mention, mais beaucoup parlent d'un grand banquet qu'il organiserait avec le monde entier. Je suis pas spécialement d'accord avec cette idée, pour autant je vois aussi quelque chose de très simple, naïf et très absurde, exactement à l'image de Luffy. On apprend que Ace et Sabo ont ri en entendant ça, et que Shanks a pleuré. Et encore une fois, quand on apprend quelque chose sur Shanks, je repense directement à cette case du chapitre 968, dans laquelle Shanks pose une question à Roger pour fondre en larmes l'instant d'après.
J'ai envie d'imaginer que ça pourrait avoir un lien avec ce qu'il a entendu à ce moment-là. En entendant ce rêve inattendu de la fille, le roux aurait pu y repenser et les larmes lui seraient venues comme un élan de nostalgie et il aurait compris que c'est à lui d'accomplir ce que son capitaine n'avait pas pu accomplir des années auparavant. De leur côté, les réactions des Mugiwara ne se font pas attendre et ils sont tous très surpris et étonnés de l'entendre dire une telle chose. Néanmoins, ils ont tous confiance en lui et le suivront jusqu'au bout pour qu'il puisse un jour réaliser ce rêve gardé secret depuis qu'il est enfant. Leur prochain objectif est donc le dernier héros de Poneglyph qui a disparu depuis plusieurs années et que personne n'a pu retrouver depuis. Peut-être que l'homme à la cicatrice de feu dont parlait Kid et Killer au chapitre 1056 pourrait être la clé pour mettre la main dessus. Mais pour le moment, la quête pour se rendre jusqu'à Loftail reste en suspens en attendant d'avoir de nouveaux indices sur cette stèle disparue. Le chapitre reprend directement la conversation entre Sabo et les révolutionnaires qui avait été commencée au chapitre 1058. La marine retrace la conversation et découvre qu'il est parti se cacher au royaume de Lulusia, l'un des 8 pays qui se sont rebellés contre le gouvernement mondial depuis les accusations qui entourent celui qu'on surnomme l'empereur des flammes. Ce royaume avait toutes les raisons du monde pour se ranger du côté des révolutionnaires et se retourner contre les nobles mondiaux, puisque ce pays connaît la misère depuis que leur nouveau roi Seki a pris le pouvoir. C'est ce que nous disait Oda dans le SBS du tome 94 et c'est ce qu'on comprend dans le chapitre 904. Le pays doit de très grosses sommes d'argent aux dragons célestes et non plus assez pour vivre convenablement. L'intervention de Belo Betty, Lindbergh, Morley et Karazu a sûrement été un très gros déclic pour les habitants du royaume et ont voulu se battre pour retrouver une certaine liberté que leurs dirigeants et le gouvernement leur avaient volée. C'est donc dans ce pays que Sabo a sûrement été accueilli chaleureusement et se réfugie le temps de trouver une solution face aux accusations qu'il subit. Seulement, comme je l'ai dit au début, on reprend la conversation qu'il avait avec Dragon et les révolutionnaires au chapitre 1058, et il affirme que ce n'est pas lui qui a tué Cobra. Avec tout ce que j'ai pu dire dans la première partie, je ne me fais pas trop de soucis quant à son innocence. Par contre, de leur côté, le gouvernement a vraiment l'air de vouloir cacher des choses par rapport à cet incident, et ça confirme entre autres leur culpabilité par rapport à tout ça. La conversation continue, et Sabo parle de ce qu'il a vu pendant la rêverie. Tant que le trône vacant, qui représente la paix et l'égalité entre tous les pays acteurs du gouvernement mondial reste vide, personne n'est en mesure de prendre le contrôle total du monde. Les armes plantées dans la salle face à ce siège vide représentent alors l'allégeance que les 20 familles fondatrices ont portée pour ne pas tenter d'en prendre le contrôle pour conserver la paix établie entre tous les royaumes de ce monde. Seulement, c'est dans le plus grand des secrets que le trône est en réalité occupé par un personnage du nom de Im, et qui ne semble connu que des 5 doyens. Ce secret aurait donc été brisé par Sabo, qui a vu Im y prendre place et tente d'en avertir les révolutionnaires. Pour se débarrasser de lui, la marine n'envoie pas de Buster Call. Sabo en sait trop pour eux et il faut le faire disparaître au plus vite. Malheureusement pour lui, il se trouve désormais dans un royaume qui s'est rebellé et qui est donc un ennemi du gouvernement et dont la survie les importe peu. On voit alors Im sortir une carte et y rayer l'île de Lulusia avant que celle-ci ne disparaisse totalement. Cet événement n'est pas sans rappeler la disparition d'une autre terre qui n'a laissé de traces que dans les mémoires d'une ancienne génération. En effet, il y a 38 ans, God Valley était l'île où résidaient les dragons célestes. Comme on le sait, elle a été attaquée par Xebec et les Rox et a été défendue par l'alliance entre Roger et Gar. Après ça, elle a totalement disparu. Si jusqu'à maintenant nous ne savions pas ce qu'il avait pu se passer à l'époque, on a certainement aujourd'hui la réponse à cette disparition et ce ne serait nul autre que Im et les hautes instances du gouvernement qui cherchent à faire disparaître de l'histoire tous les événements embarrassants ou qui pourraient leur porter préjudice. C'est donc 38 ans plus tard qu'on retrouve un phénomène similaire à celui de God Valley, qui a pour but de se débarrasser de toutes les informations que pourrait détenir le révolutionnaire et les gens qui tentent de le protéger. Il me semble avoir le pouvoir de vie ou de mort sur n'importe qui, et on pourrait voir ici pour la première fois la véritable puissance d'une des 3 armes antiques avec la première apparition d'Uranus. En effet, Uranus est la dernière arme antique sur laquelle nous n'avons toujours aucune information. Le gouvernement mondial voulant à tout prix empêcher quiconque de mettre la main dessus, aurait pu en détenir au moins une pour pouvoir la garder et menacer ceux qui pourraient se dresser devant eux. D'ailleurs, la puissance de cette arme qui est capable de détruire une île entière sans en laisser une trace pourrait expliquer bien des choses et être par exemple à l'origine même des poneglyphes et du siècle oublié. Comme on le sait, le gouvernement est apparu il y a 800 ans après un blanc de 100 ans et il est très probable que la raison de ce blanc soit la même raison qui a fait disparaître God Valley ainsi que Lulusia. La nécessité du clan Kozuki à forger sur des pierres indestructibles pourrait être une preuve que ces agissements ont déjà eu lieu par le passé et que c'est la principale raison de l'absence
l'absence de quelconque document ou trace provenant de ce moment de l'histoire du monde de One Piece. Le gouvernement aurait donc essayé de supprimer le plus d'éléments pouvant traverser l'histoire pour petit à petit faire mourir les souvenirs restants de ce siècle perdu. Mais malheureusement pour eux, même une telle puissance n'est pas capable de faire disparaître les poneglyphes. Et c'est pour cacher leur contenu, et donc l'histoire liée à la création de leur organisation, que le gouvernement interdit et punit la lecture de ces stèles. Et c'est dans cette partie du manga que tout va commencer à prendre un véritable sens. Avec une telle attaque, il est normal que l'escargophone n'ait pas survécu et donc que les révolutionnaires n'aient plus de réponse. Mais Sabo quant à lui a acquis les pouvoirs du Mera Mera no Mi sur Dressrosa. Peut-être que grâce au pouvoir de son nouveau Logia, il a réussi à s'en sortir, même si ça reste compliqué puisqu'il est quand même au milieu de l'océan. Mais personnellement, j'ai envie de penser qu'il a réussi à survivre d'une quelconque manière. Nous avons une courte ellipse de quelques jours où nous retrouvons Luffy et son équipage au milieu de la mer entrant dans la zone d'une île au climat hivernal. Comme d'habitude, le climat du Nouveau Monde est parfaitement imprévisible et les phénomènes climatiques et océaniques qui s'y trouvent sont tout aussi hasardeux. L'équipage fait donc encore une fois face à l'un d'entre eux en croisant au beau milieu de ce froid glacial une gigantesque tornade d'eau chaude dans laquelle Jewelry Bonnie était faite prisonnière. Après Law, Kinemon et Momonosuke, c'est à son tour de rejoindre les Mugiwara pour un certain temps. Depuis qu'on l'a rencontré, on comprend que la pirate est très fortement liée au gouvernement mondial et semble notamment lui être hostile. Après la guerre de Marineford, elle est capturée par Barbe Noire, puis récupérée par Akainu, qui nous dit qu'elle s'était enfuie du gouvernement et que la savoir en liberté les inquiétait énormément. Mais c'est pendant la rêverie que tout va s'accélérer à son sujet. Grâce à son fruit du démon, elle peut prendre l'apparence de Connie, la reine mère du royaume de Sorbet, qui semble être également la mère de Bartholomew Kuma. Nous n'avons pas plus d'informations sur son identité. Est-ce qu'elle se fait passer pour cette dite reine ou est-ce que c'est réellement elle? Dans tous les cas, la situation de Kuma l'affecte énormément et semble être liée à lui d'une façon ou d'une autre. Si elle devient alliée des Mugiwara dans les prochains chapitres, ce qui risque fortement d'arriver, elle risque de nous dévoiler énormément d'informations sur la rêverie, Sabo et les révolutionnaires présents là-bas puisqu'elle y était également. Peut-être que dans tout ça, elle a aussi des infos sur Vivi. Peut-être même que si elle s'est rendue sur Marijois en même temps que les révolutionnaires, c'est qu'elle en fait partie aussi. Dans tous les cas, Bonnie semble être le lien direct qui ralliera d'une façon ou d'une autre les Mugiwara avec l'organisation de Dragon. Puisqu'elle a rejoint le bateau, la prochaine destination pourrait être directement en lien avec son arrivée. Et au vu du climat actuel, il est possible que Luffy et son équipage se dirigent tout droit sur le royaume Sorbet. Tous les mystères qui l'entourent depuis tant d'années vont petit à petit commencer à trouver des réponses, et même si en ce moment je dis ça à chaque chapitre, je n'ai jamais été aussi impatient de lire la suite.